émission sur l'histoire d'Ifriqiya, proposée par Kerry Mahamer, inspiré de son livre Pour une histoire de Djerba et de l'Ifriqiya, aux éditions Nombre 7. Vers l'an 820 avant Jésus, la reine Élissa fuyait sa ville de Tyr après l'assassinat de son époux Sicharbas. Elle navigua jusqu'à la côte d'Ifriqiya et réclama du roi Larbas un refuge. Il lui accorda, ironiquement, un territoire équivalent à une peau de bœuf. La reine errante découpa la peau en fines lamelles autour d'un territoire de la Birsa qui déterminait sa nouvelle ville de Kart Hadesh ou territoire de Hadesh. Au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Rome étendait son pouvoir sur la péninsule italienne et prenait la Sicile, empiétant les territoires commerciaux de Carthage. Éclata la première guerre punique en l'an 264 avant Jésus-Christ. Carthage, vaincu, rechercha des compensations avec une expansion en Espagne et la fondation de Carthagène. En 218 avant Jésus-Christ, Hannibal engagea la deuxième guerre punique avec le siège de Sagonte et la victoire de Cannes. Il traversa les Alpes avec ses éléphants pour porter sa menace aux portes de Rome. Les menaces numides du Maghreb central rappelèrent Hannibal à Carthage, qui affronta les Romano-Numides dans la dernière bataille de Zama. Quelles étaient la motivation des guerres puniques? Il y a tout d'abord la rivalité de deux puissances, l'une commerciale et maritime, l'autre militaire en expansion. Carthage était une puissance économique portée sur la mer, Rome était une puissance militaire qui gagnait du terrain sur la péninsule italienne, et l'affrontement se posa à propos de la Sicile. La deuxième guerre punique concernait une volonté de revanche de Carthage avec le siège de Sagonte, la traversée des Alpes, avec les éléphants de Hannibal, vous connaissez l'expédition, qui se termina avec la défaite de Zama. Puis la troisième guerre punique concernait l'expansionnisme de Massinissa. Massinissa était le souverain du Maghreb central et il avait des ambitions sur les plaines d'Ifriqiya et il abusait du soutien de Rome et donc il va provoquer Carthage. Il y aura donc la troisième guerre punique avec le soutien de Rome. Carthage fut soumise à un impôt de 50 ans qu'elle paya en 10 ans, sans parvenir à se soustraire de la mainmise romaine. Son indépendance était, chaque fois, reconditionnée par le pouvoir du Sénat de Rome. En 153 avant Jésus-Christ, Massinissa étendait ses ambitions sur les grandes plaines d'Ifriqiya. Fort de son alliance indéfectible avec Rome, il se permettait les abus. Carthage ne voulait surtout pas de guerre contre Rome. Elle se disposa à la soumission, acceptant un désarmement unilatéral, remettant 2000 armures personnelles, 2000 catapultes, tous ses vaisseaux de guerre, ainsi que 100 otages de nobles familles. Or, le Sénat romain avait planifié d'anéantir la cité des dieux maudits. Une demande sordide fut ajoutée pour revendiquer la désertion de la cité et la migration de sa population à 20 stades de la mer. Carthage était piégée, la guerre, inévitable. Carthage devait reconstituer sa défense en recherchant des alliances lointaines en Maurétanie. Les proches alliés craignaient de prendre parti contre la toute-puissante Rome. La guerre fut engagée en 149 avant Jésus-Christ pour cause de traités de paix non respectés. Après un siège de 3 ans, les ports militaires et commerciaux de Carthage tombaient. Le général Hasdrubal, le Boétarque, se rendit aux Romains pour stopper les combats et supplia d'épargner les habitants. Scipion Émilien accepta de lui laisser la vie sauve et le ramener esclave à Rome. Au 7e jour de la bataille, la reine Soléna ne voyait plus de solution. Accablée par le malheur de la défaite et la lâcheté de son époux, elle se revêtit de ses nobles habits et se réfugia dans le temple d'Eshmoun, accompagnée de ses enfants et du dernier carré de résistants, pour s'élancer pitoyablement dans les flammes. Elle marquait à jamais la fin d'une dynastie incapable de défendre sa ville de Kart Hadesh.
la conquête romaine sombra dans une violence extrême. Ben Kiernan évoqua le premier génocide de l'histoire. 150 000 habitants périrent sur une population d'au moins 200 000 habitants. Après 7 jours de massacre, la cité brûla encore 10 jours. On répandit du sel sur le sol maudit de Carthage, afin de stériliser la terre et que jamais la cité des dieux infernaux ne se relève. Devant le spectacle de Carthage en flammes, le victorieux Scipion versa une larme sur le sort de la cité maudite et récita les vers d'Homère. Un jour viendra, s'écoulera la sainte Ilion, de même que le peuple de Priamus, du roi belliqueux, signifiant la crainte d'un même sort pour sa propre ville de Rome. Pourquoi cette agressivité de Rome contre Carthage? Selon Plutarque, elle serait cohérente aux influences de Marcus Porcius Caton, qui terminait toujours ses discours avec son fameux « Delanta est Carthago ». Toute sa carrière a été bâtie sur des propos bellicistes contre la cité africaine. Il était comme un porteur de guerre dont l'objectif était d'amener les sénateurs à penser comme lui et à parvenir à la destruction de la cité. Une anecdote, Caton rapporte une figue fraîche au Sénat et il dit « Sachez que ce fruit a été cueilli il y a 3 jours à Carthage. L'ennemi est proche de nos murs, c'est pourquoi je vous le dis, il faut détruire Carthage. » Il voulait montrer la proximité du danger de Carthage et celui qui va porter la guerre est son beau-fils qui s'appelle Scipion, qui est donc resté fidèle aux idéaux de son oncle et il a été chargé de la conquête d'Afrique. Alors Scipion, je vous rappelle, tient le titre de Scipion l'Africain. L'Afrique, c'était le nom de la Tunisie à l'époque. Parmi les autres explications sur cette agressivité de Rome contre Carthage, ou cette agressivité des Romains contre Carthage, il y a l'état de désespoir des Carthaginois qui usèrent de cruauté comme d'une guerre psychologique contre les Romains, qui aurait justifié peut-être l'absence de compassion et l'acharnement de Scipien Émilien à vouloir anéantir la cité et sa population et à verser du sel sur le sol maudit de Carthage. En l'an 439, les Vandales s'emparaient de Carthage. Le nouveau roi Genséric consolidait le royaume des Vandales et des Alains sur l'Ifriqiya, l'Afrique proconsulaire, le Byzacène, la Tripolitaine, la Sardaigne, la Corse, les îles Baléares. La Sicile lui échappait à l'exception d'une possession de Lilybaum. Cette nouvelle puissance inquiétait Rome, autant que Constantinople. En 441, les empires d'Orient et d'Occident rassemblaient leurs armées en Sicile pour combattre Carthage. Un concours de circonstances sauva Genséric. Les menaces barbares et uniques détournèrent les objectifs de Rome pour presser le combat contre Attila. L'héroïque Majorien forma le dessein d'arracher l'Afrique aux Vandales. Il rassembla une gigantesque flotte pour faire voile sur Carthage. Genséric souscrivait à sa soumission, sollicitant une trêve de 5 jours. Pendant les négociations, les barques inflammables attendaient les grands vents pour enflammer la flotte romaine. Rome tombait entre mains barbares en 476. Constantinople se résolut à signer un accord de paix perpétuel. Genséric mourut le 25 janvier 477. Il laissait une capitale d'Afrique au summum de sa puissance, consolidant une assise d'État autonome autour d'un territoire, une capitale et des représentations. Le pouvoir politique, appuyé de puissance économique, battait monnaie tenant une force agricole, commerciale et maritime. Une monarchie héréditaire régnait sur le royaume vandale de Carthage. Hunéric, fils de Genséric, aménagea le palais royal de la Byrsa sur les lieux du temple d'Eshmoun. Il imposa l'arianisme dans un monde polythéiste et mourut en 484 dans la détestation du témoignage chrétien. Il faudra attendre la succession d'Hildéric pour voir une tolérance envers la Trinité au grand désarroi de la noblesse arianiste.
Gélimer était chargé de mater la révolte des chefs locaux, berbères, sardes et tripolitains. Il pactisa avec les rebelles pour renverser le pouvoir du roi Hildéric en 530. Constantinople désapprouvait ce renversement de régime sur la souveraineté d'Afrique. Le nouvel empereur, Justinien Ier, justifia de la raison religieuse pour intervenir contre l'Ifriqiya et restaurer le Renovatio Imperii. Justinien Ier justifia de religion de la conquête d'Afrique pour lutter contre l'arianisme de Carthage. Les influences religieuses nourrirent les querelles byzantines. Justinien est intervenu en Ifriqiya malgré le désaccord du Sénat. Quelles étaient ses justifications? Jean de Cappadoce avait tenté de dissuader le souverain en raison de l'éloignement de l'Afrique, de la longue navigation, du péril des mers, d'un risque d'ajouter une nouvelle guerre à la guerre avec les Perses dans son propre État. Et, dit-il, il n'y a pas de déshonneur à changer d'avis, plaidait-il. En revanche, Bélisaire soutenait l'invasion. Pour lui, les Vandales ne sont plus les redoutables d'autrefois. Sous le soleil d'Afrique, leurs mœurs se sont ramollies. Ils habitent des maisons, entretiennent à grands frais des bassins à jets d'eau. L'amour, la chasse, les loisirs sont leurs seules occupations. Et donc, le souverain a pris le parti de Bélisaire. Il a pris le risque de la conquête pour gagner en puissance, restaurer l'Empire et régner sur Rome. En août 533, 500 navires débarquaient à Caput Vada. Le général Bélisaire recommanda à ses troupes de ne point chercher dans le pillage un gain périlleux, au risque de ravir à vous-même comme des libérateurs. Ces sages exhortations s'imposèrent dans l'armée et firent impression sur les populations conquises. Les Byzantins trouvèrent des habitants pacifiques et coopérants qui, spontanément, fournissaient vivres et renseignements. Les tribus berbères adoptèrent une malveillante neutralité pour lâcher les Vandales. Gélimer devait intervenir en urgence, malgré une armée peu nombreuse, démobilisée, dispersée en divers lieux de Sardaigne et de Tripoli. Il reconstitua à la hâte 11 000 guerriers volontaires pour combattre une armée byzantine de 17 000 hommes. Ces troupes s'engagèrent de front dans le défilé de l'Ad Decimum avec la vigueur des chefs, qui furent tués aux premiers instants de la bataille. S'ils montraient l'exemple de vaillance, ils privaient l'armée de son esprit. Gélimer suspendit la bataille pour un éloge funéraire rendu aux chefs Amatas et Guy Bamon. À la défaillance psychologique s'ajouta l'erreur tactique. Le roi vandale se replia sur Boularigia pour reconstituer ses troupes, tandis que les Byzantins avançaient sur la voie ouverte de Carthage. Le 15 septembre 533, le général Bélisaire entrait facilement dans la capitale vandale, craignant à un piège. Il s'empara de la cité, du palais royal, du trône vandale et même du repas préparé pour le retour du roi. Il renforça les remparts intérieurs et gagna le soutien de Cataphractaire de Sicile. Gélimer ne pouvait plus récupérer sa ville. Dans une ultime bataille de Tricamarum, le Vandale était définitivement vaincu. Les derniers bataillons se réfugièrent à Sitif et dans les monts Aurès, où les derniers Vandales vivraient de misère. Qui étaient les habitants d'Ifriqiya en ces temps? Au VIe siècle, l'Afrique du Nord était composée par une diversité de peuplades, de royaumes, de tribus, sans unité de croyance, ni de religion, d'idéologie ou de conscience collective. Leur appartenance référait aux peuplades des Marmarides, des Frex, les Frex et les Ferchichi, les Aguatans, les Nordistes, Kabyles, c'est les Kabyles, ceux qui appartiennent à des tribus de Nefouza, de Makura, de Zénatis, de Hawara, plus tard Sanhaja, Zwawa, Koutama. Donc vous voyez, il y avait une diversité d'appartenance, une diversité de statuts, qui eux-mêmes, les Ifriqiens, n'étaient que la partie nord de la Tunisie. Ils étaient aussi Maures, Numides, Puniques, Roum. Mais Roum, à l'époque, signifiait citadin, c'est-à-dire les gens habitant la ville. Il y avait encore les Massiles, les Berbères, les Libyens, les Tamazirs. Il faut donc noter cet hétéroclisme des populations nord-africaines qui ne s'identifiaient pas à un pays, mais à un clan, à une tribu, à un statut, à un mode de vie, qu'ils soient venus des plaines, c'est-à-dire les agriculteurs, qu'ils viennent des cités, c'est-à-dire les romanisés, de ceux qui n'ont pas de maison, c'est-à-dire les nomades, comme les Jutiles, comme les populations qui vivent sous la tente, comme les Lévates, les Laguatans, ou ceux qui vivent dans la montagne, comme les Garamontes, ou ceux qui vivent dans les forêts,
où les tribus, ou ceux qui habitaient les cavernes, comme les troglodytes, comme les Nasamontes, les Astures ou les Iphras. Ont-ils lâché les Vandales ou se sont-ils alliés aux conquérants? Disparité alliée des intérêts contrariés qui s'unissaient autant qu'ils se trahissaient face à des pouvoirs étrangers, de pagano-nihilisme, d'indégino-berbères, romano-puniques, monopolythéistes, monophysistes ou diophysistes, leurs dieux variaient. Les uns croyaient en Ammon, les autres justifiaient Gurzel ou Sinéphéré, d'autres étaient monophysistes, d'autres pratiquaient des rites païens, donatistes, arianistes, chalcédoniens, zacarites. Et donc les royaumes et les tribus d'Ifriqiya s'opposaient entre eux, changeaient d'alliance, ne s'unissaient pas autour d'une conscience commune et ne se soumettaient pas facilement ni à l'autorité des Vandales, ni à celle de Carthage ou de Constantinople. C'est pour ça, quand vous me dites pourquoi ont-ils soutenu les Vandales, les uns ont soutenu les Vandales, les autres s'y sont opposés, puis ensuite ils se sont tous opposés, puis ils ont renversé leurs alliances parce que leur appartenance se définissait selon leur mode de vie. L'idée de légitimité reste fébrile, l'appartenance nationale inexistante. Ainsi, les envahisseurs n'étaient pas les romano-byzantins, mais les tribus païennes qui menaçaient le pouvoir du conquérant. Pour Ibn Khaldoun, violence et brutalité de cette époque ne sont pas à sous-estimer. Le pouvoir byzantin affronta les morts sur un vaste territoire d'Ifriqiya, du Byzacène, de la Numédie, des Aurès et la Tripolitaine dans une longue guerre qui dura de 532 à 588. Le général Bélisaire s'empara de la province d'Ifriqiya et de son trésor, qui, selon Procope, dépassa tout ce que jamais on n'avait trouvé dans un endroit quelconque. Lors de son retour triomphal à Constantinople, il fit défiler des trônes en or massif, des statues, vases, monceaux de pierres précieuses. Carthage et l'Afrique proconsulaire furent profondément meurtris par les guerres de Justinien Ier. Procope de Césarée, chargé de faire éloge au souverain, écrivit une histoire secrète, très critique à l'égard de l'empereur et du système administratif. Procope évoqua la brutalité contre les Libyens, la chute de la population. Il estime 5 millions périrent en Afrique par la guerre ou la famine. Quelles étaient les raisons de la guerre? Les raisons de la guerre sont les atteintes religieuses, ajoutées aux diverses pressions fiscales, sociales, agricoles, judiciaires, confiscation de terres, qui justifièrent les ruptures brutales des Ifriqiens avec Constantinople. La victoire sur Carthage n'imposait pas de paxa byzantina. Les conditions de famine, associées aux abus de pouvoir et à l'injustice, justifièrent la colère. Les morts n'approuvaient pas la présence des Byzantins. Ils s'allièrent à Stosa pour vainement tenter de reconquérir Carthage. Antalas, chef des Phryx, le mieux proche des Byzantins, rejoignit la révolte d'Afrique. Il n'appréciait pas la délégation de pouvoir de Constantinople sur les Phrygia. Le gouverneur Solomon fit exécuter un chef berbère, pour donner l'exemple, qui n'était autre que Garazilla, propre frère d'Antalas, qui livra un affrontement total. Justinien Ier nommait ses favoris à Carthage et à Thérablès, Aérobindus ou Sergius, étaient des étrangers, incompétents. Sergius fut chargé de gagner l'alliance de Prudentius, le Libyen, et la confiance des nomades. Il proposa un accord des braves autour d'un repas des princes et accueillit les Laguatans à Lepsismania. Il fit assassiner tous leurs chefs, croyant mettre fin à leur colère. Le sinistre épisode justifia la solidarité des tribus pour la grande révolte d'Afrique. Yorma jura de venger les siens avec le soutien des Ifrènes de Tébessa, des Boussantès de Tozeur, Capesa, des Phryx d'Adrumète, des Numides de Syrte, des Massiles et des derniers Vandales. Exceptionnellement, tribus et royaumes d'Afrique s'unifiaient autour d'une stratégie de guerre contre le pouvoir byzantin. Ils assiégèrent Carthage et infligèrent de lourdes défaites aux Byzantins à Soufutella Celium, Tébessa en 544, Tassia en 545, Laribus, Sissa Veneria et Adrumète en 546.
4 généraux byzantins furent tués au combat, dont les prestigieux Bélisaire à Carthage en 543, de Salomon à Casrine en 544, de Jean de Sisidiolos à Tassia en 545. Puis, les rixes personnels reprirent le dessus. Les Laguatans n'attendaient rien d'une prise de Carthage. L'autorité du pouvoir autour d'une capitale ne correspondait pas à leur système tribal. Ils étaient des éleveurs nomades, indisposés à de longs sièges. Ils se replièrent à Térablès. Guntarik, le Vandale, proposa de prendre le pouvoir sur Aérobindus et partager son trésor avec Antalas, le Phrex. Le gouverneur byzantin fut exécuté. Guntarik, le dernier Vandale, régna 36 jours à son tour, assassiné en mai 546. Justinien Ier rappela Jean de Troglita. Le nouveau commandement usa de stratégie pour briser l'unité des Berbères en renversant leurs alliances. Il gagna celle des Boussantais, des Iphrénides et des Orésiens, qui lui portèrent un soutien de 62 000 hommes. Troglita rejeta les anciens alliés de Constantinople et gagnit le soutien de ceux qui avaient été le plus opposés aux Byzantins. Les nouvelles alliances renversèrent les équilibres, apportant une aide décisive dans l'ultime bataille des champs de Caton en 548. Antalas fut abattu, Ierna tué au combat, en même temps que 17 chefs de tribu. Carthage revenait le giron impérial. Koudzinas, le chef Boussanté, fut élevé au rang de magister militum, haut dignitaire de la magistrature byzantine. En 563, il était exécuté par le préfet Rogatinus, parce qu'il réclamait le solde de ses troupes. 3 autres gouverneurs, Théodore, Thévestinos et Amabélis, furent assassinés. En 578, Garmoul, chef magourite, campait autour de Carthage. Le préfet prétoire d'Afrique se disposa à le comprendre et lui offrit des vivres et du vin afin de privilégier un renouveau de compréhension. Les Berbères avaient oublié la trahison de Sergius à l'Apsismania. Au moment de l'ivresse, ils subissaient l'attaque des Byzantins, qui les massacrèrent sans peine. Garmoul fut tué en 579. Carthage retrouva une autonomie sous le régime de l'exarcat, avec la représentation d'un gouverneur de l'autorité impériale, tenant à la fois les fonctions civiles, militaires et religieuses, tandis qu'un âge sombre guettait Constantinople. L'insurrection de Constantinople en 601 ébranla la puissance de l'Empire byzantin. L'empereur Maurice, ses frères, l'impératrice et ses 6 enfants furent tous assassinés en novembre 602. Apprenant la tuerie, Héraclius, l'Ancien, monta une expédition de Carthage pour renverser Phocas le mutin. Son fils, Héraclius, le Jeune, s'imposa sur Constantinople en 610 et donna un caractère héréditaire à la dynastie des Héraclides, tandis que son frère Constant Ier restait exarque de Carthage. Héraclius, le Jeune, fit face aux révoltes internes et guerres régionales contre les Slaves, les Avars, les Arméniens, les Bulgares et l'expansionnisme perse des Sassanides. Plusieurs fois, il fut question de transférer le pouvoir de capitale d'empire à Ravenne, Milan, Syracuse ou Carthage. En 618, Héraclius, le Jeune, envisagea de transférer la capitale de sa vieille ville de Carthage. En 622, il appela au soutien du pape pour sauver la chrétienté des paganismes. Héraclius reconquérait les territoires d'Orient, mais perdait de son influence face à une nouvelle menace des Arabes de la péninsule. Les difficultés de l'Empire byzantin affaiblissaient indirectement Carthage. En 637, l'exarque adoptait l'ectésis, qui consistait à soutenir le monophysisme de Constantinople. Il remplaçait les Khanes ifriqiens par des Mokaddems zakharides. Les Berbères n'appréciaient pas cette influence d'un clergé étranger, agissant de manière insidieuse contre leur culture. Ils firent la guerre à Rome et Constantinople, sur la lecture des 3 chapitres, allant jusqu'à la rupture. Le patrice Grégoire, désapprouvant cette adhésion, se distancia de son cousin et déclara son royaume indépendant de Soufoutella. Il s'arrogea le titre de nouvel empereur d'Afrique. En 647, il était vaincu par les troupes égyptiennes de Abdallah ibn Saad. Le patrice Grégoire fut tué au combat, sa fille raptée et ramenée au calife de Damas.
À son tour, Carthage subissait les premières attaques arabes. En 656, Gennadios accepta de payer un tribut fiscal. S'il évitait la guerre immédiate, il renforçait la prochaine conquête. En l'an 695, Carthage faisait face à la menace de 140 000 hommes du général Hassan ibn Norman, sans soutien ni des Siciliens ni des Maures. La cité tomba en 698, coupée de son territoire agricole et de son commerce maritime. Les infrastructures portuaires furent détruites pour empêcher quelconque secours de la mer, entravant encore les ressources de son commerce maritime. Les atouts sacrifiés d'une marine marchande empêchèrent toute reprise de l'économie. Malgré quelques résistances, la cité ne se relèverait plus. En l'an 702, Carthage était ruinée, abandonnée, bientôt oubliée pour des siècles. À la chute de Carthage succédait la fin de Carthage. Y a-t-il des sources historiques sur la bataille de Carthage? Quelques récits avaient commémoré l'histoire de la ville, comme les remords d'Épia, ou les larmes de Scipion plutôt, la désolation de Justinien Ier. En revanche, aucun récit de mémoire, ni conditions de guerre, ni œuvre épique ou quelconque émotion lyrique n'évoque la destruction de Carthage et la fin de Carthage byzantine. Mais je ne donnerai pas ma main au feu, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Moussa ibn Nusayr, qui fut le dernier conquérant de Carthage, et selon Talbi, El-Maliki rapporte qu'il se prosternait devant les monuments en ruine pour pleurer une civilisation révolue. Donc cette source devient intéressante, elle serait à vérifier, à approfondir, essayer de comprendre quel malheur du monde ce jour-là s'est abattu sur la cité de Carthage, quelles explications ont été rapportées, pourquoi la fin finale de Carthage. Pourquoi la chute de Carthage devenait-elle celle de la fin? La fin de Carthage est un événement méconnu qui interpelle. Le déclin byzantin est constaté, la chute finale de Carthage peut expliquer. Devait-on s'attendre à un déclin final de la cité punique, de la Rome africaine, de la capitale proconsulaire, du royaume vandale, de l'exarchat de Byzance? Carthage a survécu aux guerres puniques, à toutes les menaces, aux attaques, aux sièges, aux occupations, mais elle n'a pas survécu à la destruction de 698. Elle ne s'est plus relevée et elle sombra dans un long oubli. Alors, quelle explication? Pourquoi la défaite? Pourquoi s'est-elle vidée de sa population? Abandon, fuite, épidémie? Le déséquilibre des forces était-il réel? L'esprit de résistance a-t-il été abandonné? Était-ce le fait d'une crise des empires? La fin des cités antiques? Le résultat d'une mauvaise stratégie? Finalement, à la question, je réponds par des questions, pour plus de questions, comme dans le cas d'un cold case, d'une affaire non élucidée. Et les questions, en fait, inspirent les hypothèses avec le vœu d'une réflexion, d'un débat ouvert avec des spécialistes en recherche historique. Il faut incontestablement une volonté politique pour appuyer la recherche historique. Pourquoi Carthage ne s'est-elle pas remise de la destruction? Brièvement, je peux apporter quelques hypothèses d'explication. D'abord, l'absence de solidarité, qu'Ibn Khaldoun a ironiquement évoqué et que l'on retrouve comme une caractéristique sociale en Tunisie. L'absence de solidarité fait que les morts n'ont pas soutenu Carthage et Carthage n'a obtenu qu'un faible soutien des Byzantins, mais Carthage n'avait pas voulu soutenir les Byzantins ainsi qu'à Syracuse. Donc l'absence de solidarité est un fait face à un ennemi commun et peut-être que l'ennemi aussi a su jouer les rivalités. Alors, autre explication, il y a la bataille, les conditions de la bataille. Il faut savoir, Hassan ibn Amman avait détruit les installations portuaires pour éviter tout débarquement. Le parallèle, c'est que les installations portuaires avaient été détruites. On a broyé son principal atout maritime. On peut ajouter les erreurs de stratégie. Les cités négociaient des faveurs pour des avantages propres. Et par exemple, Gennadios, qui était l'exarque de Carthage, avait fait le choix de collaborer avec l'assaillant en acceptant de payer un tribut fiscal pour éviter la guerre et gagner le départ des assaillants, mais renforcer l'adversaire, et Carthage ne tirait pas leçon de son histoire. Il y a aussi l'égoïsme de Carthage. Elle n'appuyait pas un pouvoir d'État ifriquien, elle n'apportait pas de soutien aux cités assaillies, elle ne soutenait pas les Byzantins, elle ne voulait pas renforcer une base militaire à Syracuse, en Sicile. En retour, nul ne contribua à la défense de Carthage. Autre chose, Carthage ne tenait pas un rôle impérial, ni même continental ou seulement royal. La cité était commerciale, soucieuse de sa seule prospérité économique. L'Ifriqiya n'a pas été uni face à un conquérant qui avançait depuis le sud continental
et qui renforçait ses arrières. Il y a encore la crise des empires. La chute de Carthage est associée au déclin de l'empire romain d'Occident et d'Orient. Le premier n'avait plus de puissance, le second en déliquescence. Pouvoir et religion étaient critiqués par Rome et Carthage. L'empire a été sévèrement menacé par les révoltes, les conflits armés contre les Bulgares, les Avars, les Slaves, les Perses, les invasions barbares arabes. Encore autre chose, Constantinople vivait la peste. Il y a encore l'hétéroclisme de la population nord-africaine. Et Émile Félix justifie la défaillance d'unité de différence de pouvoir, de mode de vie nomade, sédentaire, avec des intérêts divergents et des croyances religieuses différentes. Toutes ces raisons peuvent expliquer la chute de Carthage et la fin de Carthage.